Saga Storyfy présente Artae, écrit par Philippe Ward, collection Rivière Blanche, lu par Olivier Lovero. 1. 7000 ans avant Jésus-Christ. La douleur submergea Zohara. La souffrance apparut sur son visage recouvert de crasse. Ses mains ne quittaient pas son ventre, percevant la vie qui ne demandait qu'à sortir. Elle se sentait si seule dans cette grotte éclairée par 5 torches de térébinthe disposées en forme de cercle, attendant avec impatience ce qui, à l'extérieur, elle en était sûre, vengeait sa tribu. Un bruit lointain se transforma en grondement et résonna entre les parois décorées de peintures. Un sourire naquit sur ses lèvres, masquant un court instant la douleur. Une vieille femme surgit à l'entrée de la galerie, suivie de près par un ours gigantesque. En arrivant dans la salle, l'animal poussa un nouveau grognement qui montra une rangée de dents aussi grosses qu'un doigt humain. La fourrure noire était rougie par le sang des hommes et des femmes de la tribu ennemie. Elle sut que son Dieu ne les avait pas abandonnés et qu'il serait à ses côtés lorsque l'enfant sortirait de son ventre. La vieille s'approcha d'elle et lui parla doucement pour la calmer, avant d'ôter de son cou un pendentif en pierre qu'elle déposa sur la poitrine. La jeune fille serra très fort le galet dans sa main droite. L'ours gravé s'imprima sur sa paume. Elle frissonna. Pourtant, la souffrance quittait son esprit, remplacée par une sorte de bien-être qui se répandait dans son corps. Appartenant à la lignée de l'ours, elle se devait d'être forte devant son Dieu qui la regardait. La vieille s'assit sur une pierre et sortit un long morceau d'os évidé qu'elle gardait caché sous sa tunique. Elle le porta à ses lèvres. Une mélodie aiguë monta de l'instrument. Aussitôt, l'ours se balança lentement au son de la musique qui emplissait la grotte. La jeune femme voulut demander des nouvelles du combat, mais sa gorge se noua sous les élancements douloureux qui lui transperçaient le ventre. Puis l'étau se resserra à hauteur de ses reins. Son corps s'arqua et ses cuisses s'ouvrirent largement. Une sueur froide trempait sa longue chevelure noire, couvrant ses yeux, l'empêchant d'apercevoir l'animal qui dansait pour elle. Elle geignit de plus en plus fort, au rythme des contractions qui l'agitaient. La vieille dame cessa de jouer et s'agenouilla entre les jambes de Zohara. De ses mains, elle fouilla dans les chairs et quelques cheveux noirs apparurent. Elle tira vigoureusement. Le bébé sortit en pleurs. La jeune femme poussa un hurlement déchirant. Elle se débattait furieusement, frappait de ses mains la pierre. Elle eut un dernier sursaut, puis son corps retomba lourdement sur le rocher. La vieille regarda le filet de sang qui s'écoulait sur les cuisses, et elle sut que la mort venait de s'emparer de Zohara. Aucune femme ne survivait à la naissance du fils d'un dieu. La vieille souleva le petit être qui poussait de faibles cris et le montra à l'ours. L'animal approcha son museau de l'enfant et se mit à le lécher de sa grosse langue râpeuse. Le bébé se calma et émit quelques petits cris de plaisir. La lignée continuait. 2. 9 novembre. Le taxi s'arrêta devant le vieil abreuvoir qui n'avait plus accueilli de vaches depuis longtemps. La fontaine, en forme d'oie, continuait à déverser inlassablement un filet d'eau. Le chauffeur descendit et s'empara des 2 valises du coffre qu'il posa sur le sol. Arnaud Coste sourit à son tour et paya la course, ajoutant un pourboire.
Il était grand et mince, sous une chevelure noire qui commençait à grisonner. De petites rides au coin des yeux tranchaient sur son visage juvénile. Le chauffeur le remercia, remonta dans son véhicule et démarra. Le regard d'Arnaud suivit le taxi qui disparut dans le tournant au bout de la rue. Les bâtisses étaient silencieuses derrière leurs volets clos. À 6h10 du matin, il aurait été normal que leurs habitants ne soient pas encore réveillés. Mais Arnaud savait que personne ne dormait, car les maisons étaient toutes vides. Dans le ciel, de lourds nuages noirs attendaient patiemment une baisse de température pour laisser tomber la neige. L'hiver n'arriverait que dans un mois, et pourtant les flocons se faisaient pressants. Arnaud étira ses muscles endoloris par la nuit passée dans le train. 12 heures pour quitter Paris et rejoindre Réna. 200 habitants l'été, moins de 40 actuellement. La moyenne d'âge avoisinait les 60 ans. Le village était perdu, en plein cœur des Pyrénées, au milieu d'un cirque creusé par un ancien glacier. Face à lui, la route s'arrêtait après la dernière maison, laissant place à un chemin forestier qui menait à l'étang Blaou. De l'autre côté, une départementale sinueuse conduisait, au bout de 12 kilomètres, au chef-lieu de canton, Campagne sur Héroul. Arnaud souleva ses 2 valises et avança, à pas lents, dans la rue principale. Il connaissait chaque maison, chaque recoin, chaque habitant du village où il était né depuis bientôt 34 ans. Son enfance lui semblait si proche maintenant qu'il retrouvait cette ambiance avec bonheur. Il s'arrêta pour soulager ses bras et regarda un merle se poser à 1 mètre de lui. Dire que 2 semaines plus tôt, il se trouvait encore devant son ordinateur au milieu des discussions et des sonneries intempestives des portables. Il venait de passer 10 longues années en tant que programmeur dans une société en conseil informatique. 10 ans, loin de Réna. Et puis, une compression du personnel l'avait poussé à quitter la capitale. Vendre ses meubles ne lui avait pris qu'1 semaine et son appartement avait trouvé un acheteur dans le même délai. Il s'engagea dans un petit chemin et pénétra dans une cour, au milieu de laquelle se dressait une maison au toit d'ardoise, à la façade recouverte de lierre. Arnaud poussa le portail qui donnait sur une courette envahie de broussailles. Il posa ses valises, sortit les clés de la poche de sa veste en jean et ouvrit la porte. Ses yeux s'habituèrent progressivement à l'obscurité et il se dirigea directement vers le compteur électrique. La lumière redonna un peu de vie à la demeure et réveilla la nostalgie tapie dans sa mémoire. Il poussa les volets de la salle à manger pour chasser l'odeur de renfermé, passa dans la cuisine, puis monta l'escalier pour aérer les 2 chambres. La maison n'avait rien de luxueux, mais elle lui appartenait. C'était même le seul bien qu'il possédait. À l'exception d'une trentaine de photos qu'il conservait, elle demeurait le dernier lien avec sa jeunesse. Sa mère était morte en le mettant au monde et son père s'était tué dans un accident de montagne 4 jours avant son 5e anniversaire. Sa grand-mère maternelle l'avait élevé, aidé par un couple du village. Peu à peu, il était devenu le fils qu'il n'avait pas pu avoir. Après le décès de sa grand-mère, juste avant son entrée à l'université, il avait délaissé la maison, n'y revenant que pour de courtes vacances. Arnaud passa plus de 2 heures à balayer les pièces, à chasser les araignées qui avaient élu domicile dans tous les recoins, puis il alluma les gros radiateurs électriques. En attendant que les pièces se réchauffent, il décida de se replonger dans l'atmosphère de Réna, à la recherche des sensations de son enfance, de tout ce qui avait été emporté par la vie à Paris. Il longea le ruisseau qui traversait le village et aperçut quelques truites.
il poursuivit sa promenade en dehors de Réna pour savourer ses instants. Il arriva devant une maison habilement restaurée juste avant les premières pentes de la montagne. Bâtie dans la pierre du pays, elle se trouvait à 300 mètres de la plus proche demeure. Les volets de la pièce du bas étaient ouverts, et il discerna une ombre se profilant derrière les rideaux blancs. Il ne put s'empêcher de trembler, et un frisson de bien-être parcourut son visage fatigué. Il venait de reconnaître la forme qui se dessinait à la lumière d'une lampe. Berthe. Il connaissait Berthe Galy et son mari, Louis, depuis sa naissance. Ils avaient été un soutien précieux pour sa grand-mère. Après son décès, c'était eux qui avaient financé ses études d'informatique. Peu après son installation à Paris, une attaque cérébrale avait paralysé les jambes de Berthe, l'obligeant à vivre cloîtrée dans sa maison. Elle était soignée par son mari. De la capitale, il avait continué à leur téléphoner et les voyait pendant ses rares vacances. Malheureusement, Louis était mort au début de l'année. Il entra sans frapper. Ici, il se trouvait chez lui. « Berthe, c'est moi. »« Entre, petit !» dit une voix forte. Il pénétra dans le hall sombre où une nuée de souvenirs le submergea. Toujours ce même vestibule obscur qu'il avait emprunté des centaines de fois, sachant qu'au bout, dans l'immense salle à manger, l'attendaient des gâteaux, des cerises, un bol de mûres. Contrairement aux autres maisons anciennes, celle-ci ne sentait pas le renfermé, mais l'odeur de cire. Quand il arriva dans le salon, il discerna la vieille dame installée dans un vaste fauteuil de cuir noir à côté de la fenêtre donnant sur la montagne. La faible luminosité accentuait les rides profondément creusées dans un visage autrefois séduisant. En voyant cette figure marquée, Arnaud vacilla, pris de vertige. Dans la salle à manger, rien n'avait changé. Les meubles anciens, qui feraient le bonheur d'un antiquaire, se trouvaient toujours à la même place. La longue table en bois massif, recouverte de sa nappe blanche brodée, occupait le centre de la pièce. Seul le fauteuil roulant à côté de l'infirme jurait dans ce décor. Il s'approcha de la vieille dame et déposa un baiser sur sa joue fanée. « Bonjour Arnaud », dit-elle d'un ton sec, sans un sourire. « Je constate que tu te souviens encore de moi. Tu n'as même pas pris la peine de me téléphoner pour m'annoncer ton arrivée. C'est Noël Fourniès qui m'a prévenu en me portant le journal. » Arnaud grimaça. 3 heures dans le village, et elle était déjà au courant. Rien n'avait changé, pas même Berthe. Face à elle, il redevenait un petit garçon pris en faute. Il s'assit et fixa la fenêtre, incapable de soutenir son regard. Il essaya de chasser les remords qui le tenaillaient. Elle avait raison, il aurait pu la prévenir de son retour. Elle avait vieilli depuis sa dernière visite, 6 mois auparavant. Le teint gris, les joues creuses, les rides un peu plus prononcées. La vie quittait Berthe avec lenteur, sans oser partir définitivement. Par contre, comme il venait de le constater à ses dépens, l'esprit de la vieille dame restait toujours aussi mordant. Un mordant qu'il avait rendu impopulaire à Réna, la brouillante avec la quasi-totalité du village. Un jour qu'il lui en faisait la remarque, Berthe lui avait répondu qu'il valait mieux être craint que méprisé. Un grand sourire apparut enfin sur le visage de la vieille dame, et Arnaud sut qu'elle n'avait jamais été en colère contre lui. Il avança et lui prit la main. Il la garda longtemps dans les siennes, sans rien dire. Il retrouvait la complicité perdue. « Tu es maigre » dit Berthe, brisant le silence. « Paris ne te va pas. Tu n'as pas dû manger un véritable repas depuis ta dernière visite. » De temps en temps, j'essayais de me rappeler tes recettes, mais le résultat n'a jamais été à la hauteur de mes souvenirs. « Tu comptes rester combien de jours ?» demanda-t-elle, écartant les rideaux de la fenêtre. « Je ne sais pas.
Un bon moment, sans doute. J'ai abandonné mon travail à Paris. Maintenant, j'aimerais bien m'installer dans la région. La vieille dame ne dit rien, contempla la forêt qui commençait à une centaine de mètres du jardin. Les arbres avaient perdu tout leur feuillage et tendaient au ciel leurs branches dégarnies. « Je viens d'ouvrir la maison, » continua Arnaud. « Quelques réparations sont nécessaires. Ensuite, je me débrouillerai. » Berthe se tourna vers lui, un grand sourire cachant les marques de sa vieillesse. « Si tu as besoin d'argent, n'hésite pas à m'en demander. » « Pour l'instant, mes indemnités de licenciement devraient me suffire, » répondit Arnaud. « Viens manger ce soir. Tu as besoin d'un bon repas. Et surtout, tu me feras plaisir. Et ne prends pas mon infirmité comme excuse. Mes jambes ne me portent plus, mais je sais encore cuisiner. Et la petite Chantal m'aidera. » Arnaud fut étonné d'entendre un nouveau nom parmi les Rénatoles. C'était si rare de voir des personnes habiter ce village. « Je ne la connais pas. » Avec son mari, ils se sont installés il y a 3 mois. Lui travaille à l'équipement. Elle m'aide pour les courses et le ménage. Il restaure la maison de Camille. « Ils sont jeunes ?» demanda Arnaud. 25 et 26 ans. Ils apportent un peu de fraîcheur au village, même si lui n'est pas causant. Je vais aller voir si la maison est réchauffée. Avant de partir, regarde dans le premier tiroir du bahut. J'ai gardé quelque chose pour toi. Arnaud quitta son siège, traversa la pièce et ouvrit le tiroir. Il distingua un trousseau de clés et un portefeuille. Tu trouveras la voiture dans le garage. J'ai fait mettre tous les papiers à ton nom. Louis a toujours voulu qu'elle te revienne. Une pensée affectueuse pour le mari de Berthe passa dans son esprit. Il avait été à la fois un père et un ami pour lui. La Clio était son dernier cadeau. Il prit les clés et les papiers, puis retourna vers Berthe pour la remercier. « Si tu descends à Campagne, tu me rapporteras 3 pots de miel. »« Tu n'as besoin de rien d'autre ?» demanda Arnaud. « Pas pour l'instant, » répondit-elle, inclinant la tête contre le dossier du fauteuil. Il se pencha une nouvelle fois pour l'embrasser. Elle le garda un moment dans ses bras, puis elle murmura : « Maintenant tu es revenu chez toi. Ta place est ici, à Réna, à côté de moi. » Au moment où elle disait ces mots, Arnaud vit une lueur sauvage traverser les yeux fatigués de Berthe. Il éprouva une émotion intense en pensant à son retour. 3. 15 novembre. L'intro de guitare déchira l'air juste au moment où, faute de nourriture, la dernière flamme s'éteignait. La voix rauque d'Eric Clapton envahit la pièce à son tour. Affalé, Arnaud se laissa engourdir par les accords. Quittant le livre qu'il lisait, un roman policier se déroulant dans l'Égypte antique, son regard se posa sur la pendule accrochée au-dessus de la cheminée. Minuit 25. Il décida de prolonger la soirée jusqu'à la fin du morceau qui sortait des haut-parleurs de son ordinateur portable. Il se leva, ajouta 2 bûches dans l'âtre et, d'un coup de soufflet, raviva les braises qui se mirent à ronger le chêne. Il regarda les couleurs changeantes du feu et, pendant un instant, ses pensées plongèrent dans la danse des flammes. Cela faisait 1 semaine qu'il avait rejoint Réna. Remettre la maison en état, se lever à midi, discuter avec les rares habitants et ne rien faire. Il avait presque oublié tous les mauvais souvenirs, comme la mort de ses parents, associés à son village. Il semblait s'être effacé de sa mémoire. Contrairement à la précédente, la vie à Réna était un paradis. Pendant des années, son travail l'avait accaparé. Puis, peu à peu, la fièvre était tombée, laissant place à une routine dans laquelle il s'était enfermé. Le plan de licenciement l'avait tiré de cet enlisement. Il avait alors pris conscience que rien ne le retenait à Paris. Pas de véritables amis, pas de petites copines non plus. Du moins, rien de très sérieux. Et Réna lui manquait cruellement.
Il souffrait de cet exil au plus profond de son corps, comme d'une amputation mal cicatrisée. Au bout d'une semaine, il était convaincu que ce retour était la meilleure idée qu'il avait eue depuis longtemps. Berthe avait raison. Il était chez lui à Réna. Il ne lui restait plus qu'à trouver un emploi dans la région. Mais pour l'instant, c'était secondaire. Il voulait d'abord réapprendre à vivre. Arnaud s'était déjà promené à travers les champs abandonnés et il en était revenu fatigué, les muscles perclus de crampes. Pourtant, il était prêt à recommencer dès que ses pieds le feraient moins souffrir. Cette marche avait agi sur son esprit comme une douche bienfaisante, supprimant tout le stress accumulé pendant ces années parisiennes. Il n'avait pas eu la moindre pensée pour son travail et ses collègues, ce qui ne lui était pas arrivé depuis très longtemps. Satisfait de constater que le feu reprenait avec vigueur, il se laissa tomber dans le fauteuil et abandonna le roman policier pour un magazine de Sudoku qui traînait par terre parmi d'autres. Il ouvrit au hasard et attaqua une grille en mâchonnant son stylo. Son attention ne resta pas longtemps sur les chiffres. Comme emporté par la mélodie, sa main se mit à griffonner machinalement. Le silence le tira de ses pensées. Les flammes consumaient la dernière bûche. Arnaud quitta sa torpeur, déçu par la fin trop rapide du concert. Il allait refermer son magazine lorsqu'il réalisa qu'il venait de noircir une page, non par des nombres, mais par une série de traits noirs s'éparpillant dans toutes les cases. Il lui fallut plusieurs secondes pour découvrir, dans l'enchevêtrement des lignes, une figure imprécise. Puis, la silhouette d'un ours dressé sur ses pattes postérieures lui apparut. 2 points noirs, représentant les yeux de l'animal, accrochèrent son regard, et un frisson le secoua, mélange de peur et d'excitation. Ce malaise s'ancra au fond de son cerveau sans qu'il en trouve la raison. Il essaya de s'en débarrasser en refermant le magazine. Mais le regard de l'animal semblait transpercer les pages pour s'enfoncer au plus profond de lui. Il se rendit compte qu'il mourait d'une peur irrationnelle. D'un geste brusque, il jeta la revue dans le feu et regarda les flammes lécher le papier avant de le dévorer. Il s'étonna de son mouvement d'humeur. Il couvrit les flammes avec de la cendre froide pour asphyxier le feu. Il s'apprêtait à éteindre son ordinateur lorsqu'une légère vibration se fit sentir sous ses pieds, douce comme le moteur d'un avion dans le lointain. Petit à petit, les frémissements gagnèrent en force. Les verres posés sur le bahut se mirent à cliqueter et le tremblement acquit une telle force que le sol trembla. Arnaud se rattrapa de justesse au montant de la cheminée. Sous sa paume, la pierre vibrait au rythme du plancher. Les battements augmentèrent d'intensité, se répercutant dans toute la maison. Une secousse, plus longue que les précédentes, ébranla les murs, semblable au grondement menaçant d'une avalanche. Pendant une fraction de seconde, Arnaud fut désorienté. Puis, il réalisa que le village était victime d'un tremblement de terre. La pièce continua à frémir encore plusieurs secondes. Les secousses devinrent moins violentes. Une assiette du plus mauvais goût, rapportée d'un voyage oublié, succomba aux trépidations et s'écrasa au sol en une gerbe de fragments. Les lumières s'évanouirent, alors que la maison retrouvait sa tranquillité. Arnaud comprit que le séisme avait pris fin. Ses jambes continuaient à trembler. Dans l'obscurité, il tâtonna jusqu'à la porte et s'adossa contre elle pour se remettre de ses émotions. Il appuya sur l'interrupteur. Le plafonnier refusa de s'allumer. Il décida de quitter les lieux pour voir si ses voisins n'avaient pas été blessés. Dehors, les ténèbres avaient pris possession du village. Même la lune se trouvait cachée par les nuages, restait accrochée au-dessus du village, comme pour étouffer encore plus Réna. Il frissonna dans l'air froid.
L'hiver serait précoce, avait prédit Amélie, l'une de ses proches voisines. Les cloches de l'église carillonnaient sans discontinuer de leur son si aigu, tel un métronome géant, apportant une note surréaliste à l'ambiance régnant dans la cour. Arnaud resta immobile un moment, ne sachant trop quelle attitude adopter. La lueur d'une torche s'approchant d'une maison voisine lui épargna la peine de prendre une décision. « Bonsoir, Pierre, » dit-il, reconnaissant les longues enjambées de son voisin. « Bonsoir, Arnaud, » répondit l'homme d'une voix bourrue. « Un beau tremblement de terre » poursuivit Arnaud, espérant engager la conversation. « Les cloches doivent avoir un petit problème, et l'électricité qui ne marche plus. » Il se tut, réalisant soudain que l'électrification des cloches remontait à 4 ans. Aucun lampadaire extérieur ne fonctionnait, et pourtant, les cloches continuaient à carillonner sans discontinuer. Arnaud pensa qu'il s'agissait des derniers effets du tremblement de terre. « Je vais voir si les bêtes n'ont pas trop souffert, » dit Pierre. « Elles doivent être excitées. Il faut que j'aille les calmer. »« Je vous accompagne. J'en profiterai pour aller à l'église arrêter les cloches. Peut-être que l'ancienne corde existe toujours. »« C'est Amélie qui a la clé, » répondit Pierre. « À cause du vandalisme, le curé préfère que l'église reste fermée. » Le berger poursuivit son chemin, se désintéressant d'Arnaud. Pierre et son frère André étaient les derniers agriculteurs de Réna. Autant son frère bavardait comme un véritable maquignon, autant Pierre ne pensait qu'aux troupeaux de moutons et de vaches passant l'été dans les montagnes et l'hiver dans les 2 étables modernes bâties aux abords du village. Arnaud revenait sur ses pas pour prendre sa lampe de poche lorsqu'une 306 blanche, au sigle de la direction de l'équipement, sortit d'une arrière-cour et passa devant lui sans s'arrêter. Malgré l'obscurité, Arnaud distingua Simon Lafargue. Il avait essayé de se lier avec lui, en vain. Celui-ci l'avait ignoré, s'enfermant dans un mutisme complet. Pourtant, sa jeune épouse avait été charmante lorsqu'Arnaud l'avait rencontrée chez Berthe. La veille, ils avaient discuté pendant plus d'une demi-heure de tout et de rien, jusqu'à ce que son mari arrive. Une violente dispute avait éclaté. Arnaud avait compris qu'il ne voulait plus que Chantal retourne travailler pour la vieille femme. Chez lui, la lumière ne marchait toujours pas. À tâtons, il fouilla un placard à la recherche de sa lampe de poche qu'il avait aperçue en nettoyant la maison, puis sortit. Dans la cour, la flamme vacillante d'une bougie avançait dans sa direction. Il reconnut le visage, raviné de fines rides, d'Amélie Fontaine, une vieille dame rondelette aux cheveux gris, débordante d'énergie, pourtant plus qu'octogénaire. Jamais Arnaud ne l'avait entendu se plaindre d'autre chose que des voisins, et elle était toujours vêtue de son éternelle robe bleu foncé. Elle avait toujours eu un geste attentif envers lui. Une pièce pour acheter des bonbons chez l'épicier, puis, plus grand, un billet de temps en temps. « Bonsoir, Amélie, » dit-il. « Vous n'avez pas eu trop de dégâts ?»« La cheminée est tombée dans le jardin, mais ce n'est pas bien grave. Je dirai à Pierre de me la réparer. » Il vient de partir voir son troupeau. Il m'a dit que vous aviez la clé de l'église. Pourriez-vous me la prêter ? Je voudrais essayer d'arrêter les cloches. Les yeux d'Amélie se voilèrent un instant, et, comme à regret, elle se dirigea vers sa maison. 5 minutes plus tard, en possession de la clé, Arnaud poussait le lourd ventail dans un bruit qui fut à peine couvert par les cloches. Il marcha dans la pénombre, sa torche n'éclairant qu'une portion de l'allée. Le bruit intarissable des cloches, qui résonnait à l'intérieur de la chapelle, était assourdissant. Arnaud ne put s'empêcher de frissonner dans l'atmosphère lugubre de l'église. Comme il s'engageait dans l'allée centrale, il eut soudain le sentiment absurde de ne pas être seul. Sa lampe balaya toute la nef. Le mince faisceau montra une lézarde prenant racine à la base du mur au sommet duquel étaient accrochées les cloches. La lumière remonta,
éclairant une longue fissure qui scindait la paroi en deux jusqu'au sommet du clocher, puis redescendit. Les dalles blanches bordant le mur avaient disparu, laissant place à un trou d'1 mètre de diamètre. Arnaud s'agenouilla avec précaution et inspecta la cavité, qui ne lui parut pas très profonde. Et soudain, il resta pétrifié. Une paire d'yeux le fixait, des yeux immenses aux pupilles jaunes. Sa respiration s'accéléra quand il découvrit qu'autour de ce regard, il n'y avait rien, seulement l'obscurité déchirée par le faisceau de sa lampe. Un grognement monta du vide, un cri rauque qui s'amplifia jusqu'à se répercuter dans toute l'église, se mélangeant au bruit du carillon. Le cri d'un animal qui charge. Arnaud se jeta en arrière. Les yeux flottaient au-dessus du trou et clignèrent plusieurs fois. Puis, la lampe n'éclaira que le vide. Arnaud se releva et recula en direction de la porte. Les yeux revinrent et le suivirent pas à pas. Son corps se couvrit d'une sueur froide. Il eut l'impression qu'on lui nouait un nœud dans la poitrine. Un grondement long et âpre monta de nouveau, et les yeux s'évanouirent dans l'obscurité de l'église. Les jambes tremblantes, Arnaud attendit que les battements de son cœur reprennent un rythme supportable. Il balaya la salle dans tous les sens, mais le regard avait disparu. Maintenant, il était prêt à admettre qu'il avait été victime de son imagination. Ses muscles flanchèrent d'un seul coup, et il se retrouva assis par terre, la gorge serrée par une terreur sourde. Il se releva, sortit de l'église, referma la porte et constata que les premiers flocons tombaient. En rentrant, Arnaud décida de s'arrêter chez Amélie pour lui rendre la clé et lui parler des dommages subis par l'église. Il savait que, dans les minutes suivantes, tout le village, et donc le maire, serait au courant. Arnaud s'immobilisa devant la porte, d'où filtrait de la lumière. Il entendit des voix et reconnut celle de Pauline, une autre de ses voisines. Le ton de la discussion était surexcité et apeuré. Il resta silencieux, tentant de capter leurs propos. Elle parlait en patois, et la seule phrase que comprit Arnaud fut « Est-ce à qui ?» « Il est ici. » Il se demanda qui pouvait bien être là, mais surtout, il se demanda pourquoi leur voix était aussi terrorisée. Une horreur viscérale, irraisonnée s'empara de lui, et brusquement, le regard brûlant s'imprima devant ses yeux. Ce fut au prix d'un effort intense qu'il frappa. Les voix se turent aussitôt. 4. 16 novembre, matin. Arnaud se réveilla en sursaut. La pendule ronde accrochée au mur face à lui indiquait 11h08. Le cauchemar qui l'avait hanté toute la nuit refusait de quitter ses pensées, le laissant en sueur et fébrile. Il ne se souvenait de rien, mais, tapi au fond de son esprit, une ombre de terreur froide attendait. Il alluma la radio. La musique lui fit du bien. Espérant que le contact de l'eau chaude sur son visage chasserait son trouble, il se dirigea vers la salle de bain. Soudain, son estomac se pétrifia et la douleur irradia son corps. Plié en deux, il s'appuya contre la porte. Quand il se redressa, la baignoire disparut de son champ de vision, remplacée par une énorme pierre dressée tel un menhir. Il entendit vaguement une musique aiguë, et très loin, de petits cris plaintifs. Puis, tout s'effaça, laissant place à la salle de bain et à une nouvelle vague de douleur. Son estomac se souleva. Arnaud eut juste le temps d'arriver au lavabo avant de vomir un filet de bile âcre. La douleur lui déchirait le ventre en de violents spasmes, comme si son corps cherchait à chasser ses organes. Il inspira plusieurs fois. Le miroir lui renvoya l'image de sa face livide, puis, l'instant d'après, celle d'un visage vaguement féminin, couvert d'une épaisse couche de poils, grimaçant. Il ferma les yeux pour contenir l'accès de folie qui montait en lui.
Quand il les rouvrit, il était revenu dans la salle de bain. Brusquement, la douleur s'évanouit aussi vite qu'elle était venue. Il se dit qu'il avait sans doute mangé un aliment périmé. Il prit une douche brûlante et se sentit déjà mieux. Pourtant, le souvenir de son cauchemar restait présent. Lorsqu'il revint dans la chambre, l'animateur de la radio locale annonçait le flash d'information. Le principal titre du journal était évidemment le tremblement de terre. Le présentateur expliqua que l'épicentre se situait dans les Pyrénées, avec une intensité de 3,8 sur l'échelle de Richter. À l'heure actuelle, poursuivit le journaliste, les autorités ne déplorent aucune victime, seulement quelques dégâts matériels, lignes téléphoniques et électriques coupées, routes lézardées. Le préfet a déclenché un plan d'urgence. Il continua en indiquant qu'un reporter se rendrait sur les lieux et qu'il communiquerait de plus amples renseignements lors du journal de la mi-journée. Arnaud quitta sa chambre et se rendit dans la cuisine, où il réussit à avaler une gorgée de café. Il lui tardait de revenir à l'église, espérant y retrouver une explication à ce qui s'y était passé la nuit dernière. Dehors, une pluie froide et cinglante avait remplacé la neige, clouant le village dans la tristesse d'un ciel d'hiver. La cour était déserte. Les poules, qui avaient l'habitude de s'ébattre, restaient serrées les unes contre les autres à l'intérieur du poulailler. En arrivant sur la place centrale, centre névralgique du village, Arnaud aperçut plusieurs silhouettes autour de la camionnette du boulanger. Sous un immense parapluie noir, Amélie trônait au milieu du petit groupe. À ses côtés, Alice et Pauline écoutaient poliment leur aîné. En retrait du groupe, il remarqua la présence de Chantal Lafargue, prêtant l'oreille, sans pouvoir, ou oser, se mêler à la conversation. Les femmes parlaient en patois, comme pour mieux écarter Chantal de leur discussion et lui montrer qu'elle n'était pas du village. « Bonjour » lança-t-il. Elles lui répondirent brièvement, puis continuèrent à mi-voix, toujours en patois. Arnaud, qui l'avait appris à force d'entendre sa grand-mère et Berthe discuter, comprit l'essentiel. « Je ne sais pas comment va se débrouiller le curé, » dit Pauline, « mais la réparation va coûter cher. Le maire doit s'occuper vite des travaux, » lâcha Amélie. « L'église doit rester sacrée. Le curé doit pouvoir continuer à dire la messe. » Sans attendre l'acquiescement éventuel d'une de ses voisines, Amélie se tourna vers Arnaud et lui demanda « Tu es bien rentré dans l'église hier soir ?»« Oui, » répondit-il. « J'ai aperçu une immense fissure tout le long du mur du clocher. » Les trois vieilles lui jetèrent un regard noir, comme s'il venait de proférer un blasphème. « Tout va recommencer » lâcha Amélie, quittant le groupe pour regagner sa maison. Arnaud perçut un mélange étrange, à la fois de peur, mais aussi une certaine excitation dans les paroles de la vieille dame. Il se tourna pour questionner les deux autres femmes, mais elles achetèrent le pain et partirent sans un regard pour Arnaud. À ses côtés, Chantal n'avait toujours pas parlé. « Je n'ai pas compris ce qu'elle disait, » dit-elle, comme en s'excusant. « Elle parlait de l'église, qui risque de s'écrouler. »« Je croyais que j'avais dit quelque chose de mal. »« Non, mais elle râle toujours, » la rassura Arnaud. « Cela fait 35 ans que je les connais. Elles ne changeront pas. Vous êtes passé chez Berthe ce matin ?»« Je lui ai préparé le repas et apporté 2 pots de miel. »« Encore ?» s'exclama Arnaud. « Je ne savais pas qu'elle l'aimait autant. »« Elle ne le mange pas. Elle se contente de le garder. »« Une manie de vieille dame ?» répondit Arnaud. « Je vais aller la voir avant de me rendre à l'église. J'espère que sa maison n'a pas souffert du tremblement de terre. »« Elle ne m'a rien dit. » Il la quitta et longea le petit ruisseau qui traversait le village, apercevant une truite. Dans le temps, il était un champion de la pêche à la main. Arnaud trouva Berthe à côté de la fenêtre de la salle à manger. En l'embrassant, il remarqua de nouveaux cernes autour de sa paupière. « Tu n'es pas venu me voir hier soir » lâcha-t-elle.
Il perçut la malice dans sa voix. Il s'assit dans le fauteuil en cuir que Louis aimait tant. La vieille dame ne s'était pas retournée, le regard perdu dans le lointain. « Je suis passé devant la maison. Tout était tranquille, alors je ne me suis pas inquiété, » répondit-il. Elle fit tourner son fauteuil et avança vers lui. « Alors tu as essayé d'arrêter les cloches cette nuit? C'est dommage, pour une fois qu'elle me donnait un récital. » Arnaud ne fut pas surpris qu'elle soit déjà au courant. C'est avec une phrase comme celle-là qu'il se sentait loin de Paris. Là-bas, personne ne s'occupait de sa vie. Ici, tout le contraire. « Même pas, » finit-il par répondre. « Elles ont dû s'arrêter toutes seules. Par contre, le clocher est bien fendu et menace de s'écrouler. Amélie voudrait que le maire répare l'église le plus rapidement possible. »« Ces bigotes doivent être dans tous leurs états, » dit la vieille dame, laissant percer une touche de mépris. « De toute façon, je n'ai jamais aimé cette église. Son style roman ne ressemble à rien. Un seul vitrail pour éclairer la nef. Un lieu de culte se doit d'être beau pour donner envie de prier. Cette église est une véritable forteresse, un hymne au mauvais goût. Je préfère encore mieux prier en pleine nature. » Aussi loin que remontaient ses souvenirs, Arnaud n'avait jamais vu Berthe pénétrer dans l'église, sauf pour l'enterrement de sa grand-mère. Amélie, elle, était une véritable grenouille de bénitier. La dernière phrase de Berthe correspondait à l'image qu'elle s'était tissée au fil des ans. « Tu diras à Chantal, » poursuivit la vieille dame, « de venir m'aider à préparer le repas de ce soir. Je vais te cuisiner un flan aux cerises comme tu les aimais. »« Tu n'as pas eu de dégâts ici ?» demanda-t-il, changeant de sujet. « Aucun, » répondit la vieille dame, comme si la réponse allait de soi. « Je ne te retiens pas plus longtemps. Je t'attends à 19h pour manger. » Il se leva, avança vers elle et la serra très fort dans ses bras. Il s'abandonna comme lorsqu'il était gamin. Juste avant de refermer la porte, il se retourna vers Berthe et lui lança abruptement « De quoi Amélie a-t-elle peur ?»« D'elle-même, » répondit Berthe, tournant son visage vers la fenêtre. Arnaud quitta la maison sur cette réponse sibylline. Dehors, la bruine froide imprégna ses vêtements. Au-dessus de lui, des nuages sombres enfermaient le village dans une ambiance morne qui le plongea dans un profond découragement. Puis son regard se fixa sur le clocher massif de l'église, avec à son sommet 2 cloches et, au-dessus d'elles, une croix toute simple. Pendant toute sa jeunesse, il n'avait jamais prêté attention au monument. Le clocher n'était qu'un simple pan de mur, sans ouverture, dominant l'ensemble sans aucune grâce. Puis ses pensées revinrent sur Berthe. Elle était le dernier lien lui rappelant sa famille, et la revoir le revigorait. Il éprouva un sentiment de remords en pensant à son éloignement imposé par le travail, et surtout à son absence lors de la mort de Louis. Il n'était venu que pour l'enterrement, reprenant le train dès le lendemain. Il avait toujours été plus proche du couple que de sa grand-mère. Arrivé devant l'église, il remarqua qu'il n'était pas le seul visiteur. Une vingtaine de rhénatoles examinaient les dégâts. Il les salua tous, en particulier Paul Louvet, le maire, un homme grand et sec. La soixantaine passée, les sourcils épais au-dessus des yeux profondément enfoncés. Il se battait pour que Rhénat vive et ne soit pas avalé par Campagne sur Héroule. À côté de lui, Noël Fourniès l'écoutait. Des cheveux coupés courts et une barbe qui, bien que rasée, laissait des marques sombres sur des joues creusées. Noël Fourniès cumulait les fonctions d'unique employé municipal et de garde-pêche. À son tour, Arnaud examina le mur et aperçut la longue fissure large d'une dizaine de centimètres qui partait du sol et atteignait la base de la croix, coupant littéralement le clocher en 2. Tout en haut, les 2 cloches tenaient encore par miracle, menaçant de tomber à tout moment. L'une d'entre elles tintait faiblement,
balancés par le vent qui tourbillonnait autour de l'église. Arnaud se dirigea vers la porte, abaissa la poignée, fermée. Déçu, il revint vers le petit groupe qui entourait le maire. « Tu vas mettre des barrières tout autour de l'église, » dit Louvet, « et bloquer la route. J'espère que les hommes de l'équipement ne tarderont pas. »« J'ai vu Simon Lafargue tout à l'heure, » répondit Noël Fourniès. « Il venait de prévenir le responsable. »« Et le curé ?»« Pauline lui a téléphoné ce matin, » répondit un Rénatol. « Il vaut mieux attendre qu'il arrive, » dit lentement Louvet. « Il vaudra peut-être déménager certains objets. En tout cas, interdiction de messe pour dimanche. »« Vous avez vu la cavité qui se trouve sous l'interrupteur » s'enquit Arnaud. « Amélie n'a pas voulu ouvrir l'église, » lança le garde-pêche. « Elle garde la clé tant que le clocher n'est pas réparé. »« Pour une fois, elle a raison, » répliqua le maire. « C'est trop dangereux, à plus forte raison s'il y a un trou. » D'après ce que j'ai pu distinguer hier soir, il doit avoir environ 1 mètre de circonférence. Seulement, il prend naissance juste au-dessous de la fissure. « Je peux aller chercher la clé, » dit Fourniès. « Il faudra le reboucher. »« Pas question, » répliqua d'un ton sec le maire. « Je ne veux voir personne près de l'église, et surtout à l'intérieur. Si les techniciens de l'équipement veulent le combler, ce sera leur problème. » Arnaud ne fut pas étonné de constater qu'Amélie voulait garder l'église fermée. Il commençait à comprendre vaguement sa réaction. Quelque chose devait se trouver à l'intérieur. Il décida de revenir après le dîner chez Berthe. Les alentours de l'église seraient alors déserts et il pourrait voir si la fenêtre du presbytère fermait toujours aussi mal. Il pensa au regard doré, mais maintenant, il ne l'effrayait plus. Il quitta la place et décida de se promener. Dans un champ, il aperçut André Chéron, qui chargeait des bottes de foin sur une remorque. C'était un homme grand, solidement bâti, avec un visage franc et massif, des cheveux gris ramenés en arrière, laissant apparaître un début de calvitie. Son regard semblait toujours alerte. À côté du tracteur, un âne attendait tranquillement. Arnaud s'approcha de l'animal. « Comment va, loup ministre ?» demanda-t-il, tout en caressant l'encolure de la bête. « Il mène une vraie vie de retraité, » répondit le paysan, serrant la main d'Arnaud. « À force de porter les gosses, il mérite ce repos. Le tremblement de terre ne semble pas l'avoir dérangé. Et les autres bêtes ? » « Les moutons sont toujours énervés et les vaches sont restées dans l'étable. » André sortit un paquet de tabac et se prépara une cigarette. « Tu veux t'en rouler une ? » « J'espère ne pas avoir perdu la main. » Il prit la mince feuille de papier et y déposa délicatement le tabac. Puis, tout en douceur, il roula les 2 bouts pour ensuite les lécher en faisant tomber des miettes. Il la porta à ses lèvres et André lui tendit un briquet. « Je viens de passer à l'église, » dit Arnaud en aspirant la fumée. « Les Rénatols se sont presque donné le mot pour s'y retrouver. Il ne manque que des journalistes et ce sera la totale. »« Macarel, le maire va nous attraper la grosse tête. Déjà qu'il lui en faut peu. Pour l'instant, il a un problème avec le clocher. J'y suis passé ce matin en sortant les bêtes. À mon avis, il va s'effondrer. » Louvet espère que les services de l'équipement le restaureront. Il va faire jouer ses relations. C'est tout ce qui compte pour lui. Tiens, près de Les Roules, au champ de la Fuyatière, j'ai aperçu un trou à côté du chêne mort. Toi qui aimais les grottes quand tu étais jeune, tu pourrais aller jeter un coup d'œil avant que je le ferme. Mes moutons seraient bien capables de s'y laisser prendre. Je n'y avais jamais prêté attention. Le tremblement de terre a dû faire ébouler les rochers. J'irai l'examiner. Ce n'est pas le temps qui me manque. 5. 16 novembre, après-midi. Arnaud traversa le champ, effrayant au passage une vingtaine de moutons qui paissaient une herbe raréfiée par l'arrivée de l'hiver.
Il s'engagea sur un chemin de terre bordé d'une double haie de noisetiers où se faufilaient des ronces, avant de s'arrêter pour récupérer un peu. Autour de lui, tout était tranquillité, symbole d'une vie sans histoire. Il aperçut en contrebas le village et, pendant un court instant, goûta pleinement ce silence. Il écarta les feuillages d'un bosquet et emprunta un sentier. La pente était abrupte, et il prit tout son temps pour parvenir au sommet de la butte. Il déboucha face à une pierre de 3 mètres de haut, dont la base s'enfonçait dans le sol. Le roc de la Garde. Le lieu de ralliement de toutes les générations d'adolescents qui étaient passés à Réna. Il y a une quinzaine d'années, l'énorme pierre était visible depuis le village, mais maintenant, on n'en apercevait même plus la partie haute. La végétation envahissait les champs environnants. Les spécialistes qui s'étaient penchés sur son origine donnaient des avis partagés. Pour certains, il s'agissait d'un phénomène naturel. Pour les autres, d'un véritable menhir. Le service archéologique avait effectué une fouille rapide une vingtaine d'années plus tôt, sans résultat. Arnaud s'assit à la base du rocher, sur une plaque de mousse, et étendit ses jambes. Il rejeta la tête vers l'arrière. Autour de lui, les oiseaux se turent. Même le bruit de la rivière toute proche sembla s'évanouir. Un point noir apparut à la verticale de la pierre. Un rapace planait comme un cerf-volant au bout d'un fil. L'oiseau disparut derrière la colline. Arnaud goûta pleinement cet instant rare pour le citadin qu'il était devenu. Il se releva et se dirigea vers un immense tronc desséché qui dressait ses branches mortes au-dessus des fourrés. Il escalada les rochers que le tremblement de terre avait fait rouler et aperçut l'ouverture sombre. Il s'accroupit devant l'entrée. Le couloir semblait suffisamment large pour qu'il puisse s'y faufiler. Il ne devait pas s'aventurer seul dans la grotte, c'était de l'inconscience. Pourtant, quelque chose l'attirait. Le poussait à agir malgré l'irresponsabilité de son acte. Il posa la corde qu'il avait prise avec lui et pointa la lampe dans le tunnel. À première vue, celui-ci s'enfonçait horizontalement. Il rampa lentement, précédé par le faisceau lumineux de sa torche. Derrière lui, la petite tache du jour disparut progressivement. Le couloir descendait en pente douce et se rétrécissait de plus en plus. La progression s'avéra délicate, car le plafond s'abaissait de telle sorte que sa tête cogna plusieurs fois contre la voûte. Il éclairait les parois de la galerie sans remarquer la moindre trace de mousse ou d'humidité, comme si la grotte avait été hermétiquement fermée depuis des millénaires. L'air devint lourd. Il avançait avec difficulté sur le sol rugueux, s'écorchant les genoux et les coudes sans ressentir la moindre douleur. Un voile rouge obscurcit soudain sa vision, l'obligeant à s'arrêter. Il ouvrit grand la bouche, suffocant. Son cœur battait à tout rompre. Il n'arrivait plus à penser normalement. Peu à peu, des souvenirs lui revinrent. Ne jamais s'affoler. Telle était la devise du moniteur qui l'avait initié à la spéléologie. Il se revoyait explorant les grottes comme si c'était hier. Il continua à ramper centimètre par centimètre, refoulant la folle envie de retourner à l'air libre. Il se força à raisonner. Vu la taille du boyau, il ne risquait guère l'asphyxie. Après plusieurs reptations, sa respiration redevint normale. Il négocia péniblement un coude sur sa droite, déchirant au passage une partie de son pullover à un rocher saillant. La galerie s'évasait, lui permettant de se redresser.
Remarquant que la pente devenait plus prononcée, il se laissa glisser prudemment jusqu'à arriver devant un éboulis. La lumière s'attarda sur un amoncellement de rochers. Le tunnel était obstrué. Un gros bloc gris surmontait une vingtaine de pierres plus petites. Malgré l'étroitesse du couloir, Arnaud posa sa lampe de façon à ce qu'elle éclaire la scène. Puis il s'arc-bouta contre la paroi et, avec ses pieds, pesa de toutes ses forces, sans résultat. Les rochers semblaient scellés dans le sol. Il décela une faille dans l'éboulement sur la droite. Après 10 minutes de travail acharné, il glissa sa main droite par l'ouverture, espérant l'agrandir. La tâche se révéla plus difficile qu'il ne l'avait imaginé, car le gros bloc en équilibre sur les petites pierres refusait obstinément de bouger. Il réalisa qu'il n'y arriverait jamais sans matériel adapté. Il reprit sa lampe et enfonça son bras le plus loin possible. La traînée jaune troua les ténèbres et Arnaud put voir, par un espace entre les pierres, un couloir vide. Il sentit monter la déception. La lumière balaya le sol devant lui et accrocha une petite pierre ovoïde. Il étira le bras et la ramena de son côté avant de l'éclairer. Le souffle bloqué, Arnaud fut, pendant de longues secondes, incapable de la moindre pensée, comme fasciné par la pierre. 10 000 ans auparavant, un homme préhistorique avait gravé un ours identique, trait pour trait, à celui qu'il avait dessiné devant la cheminée. 16 novembre, soir. Arnaud s'enfonça dans le fauteuil, prit le verre à digestif posé sur la table et le porta à ses lèvres. Il dégusta, en connaisseur, la liqueur de prune servie par Berthe. « Voilà bien longtemps que je n'ai pas été à pareille fête », assura-t-il, se laissant aller contre le dossier. « Cette prune est même meilleure que dans mes souvenirs, surtout après ce clafoutis. » Berthe le dévisagea un court moment, la tête légèrement penchée, comme vaincue par le poids des ans. Arnaud lui avait proposé d'habiter chez elle pour l'aider, mais elle avait refusé, arguant que la petite Chantal la secondait très bien. « Je te donnerai une bouteille, » murmura-t-elle. « Pas la peine de me remercier, tu sais que j'ai horreur de ça. »« Je suis heureux d'être avec toi, » répondit Arnaud, avalant une nouvelle gorgée qui lui brûla le palais. « Ici, c'est ta terre, ta famille. On ne les quitte pas si facilement. Un jour ou l'autre, ils se rappellent à toi. » La vieille dame manœuvra son fauteuil roulant vers la cheminée, où elle tisonna le feu qui s'endormait doucement. La lumière des flammes se refléta sur son visage, qui reprit un peu de vigueur. Arnaud esquissa le geste de se lever, mais elle le rabroua. « Je peux encore me débrouiller toute seule, » dit-elle, revenant vers lui, les mains crispées sur les roues de son fauteuil. Et pour couper court à toute protestation, elle s'empara de la bouteille d'eau-de-vie et la posa sur la table à côté de l'assiette. « Sers-toi, ne te gêne pas. Personne n'aura plus le plaisir de la goûter. À part le mari de Chantal, même lui ne m'aime pas. Pourtant je les ai aidés en leur cédant la grange. Il évite tout le monde, Arena. Il pense que sa femme passe trop de temps avec moi. Je lui ai demandé de retapisser les chambres, mais il a grossièrement refusé. » Arnaud se versa un deuxième verre et laissa vagabonder son esprit dans la pièce. Malgré sa décontraction apparente, il était inquiet. Il ne savait toujours pas s'il trouverait en lui assez de courage pour pénétrer dans l'église. Le repas s'était déroulé tranquillement. Chantal avait tout préparé avant de les laisser seuls. Arnaud n'avait fait qu'une brève allusion à Amélie et à son obstination à garder l'église fermée à toute intrusion. Mais la vieille dame n'avait pas relevé sa remarque et avait changé aussitôt de sujet. Les yeux mi-clos, Arnaud vit que Berthe l'observait sans rien dire, le laissant goûter seul ce moment privilégié.
Le silence n'était brisé que par le crépitement des flammes. D'un geste las, il reposa le verre sur la table. L'alcool s'infiltrait sournoisement dans son cerveau. Pour rompre l'engourdissement qui l'envahissait, il promena son regard sur les nombreuses photos ornant les murs ou installées sur le bahut paysan. Elles non plus n'avaient pas changé. Tout son passé se trouvait rassemblé dans cette pièce. Que de fois n'avait-il pas questionné la vieille dame pour savoir le nom des personnes ou des lieux fixés à tout jamais sur le papier. Datant presque toutes d'avant la guerre, les photographies représentaient surtout des paysages de montagne, les lacs et les pics de la région. Arnaud les connaissait par cœur, pour les avoir gravis un nombre incalculable de fois. Aujourd'hui, il ne se sentait plus capable de recommencer ses randonnées. Ses muscles étaient ramollis par ces années passées assises devant un écran d'ordinateur. Sur certaines, un homme ou une femme posait devant le paysage. Souvent Berthe, son mari ou des anciens du village décédés depuis des années. La plus émouvante à ses yeux représentait ses parents. Berthe avait toujours souhaité la lui donner, mais il avait refusé, préférant qu'elle reste en compagnie des autres. En la revoyant, une vague d'émotion le saisit. Que de fois avait-il imaginé dans sa tête d'enfant son père et sa mère? Il avait passé des nuits à les idéaliser, avant de comprendre qu'ils ne seraient qu'une image pour lui. Son regard revint sur Berthe. Les yeux de la vieille dame flamboyaient de malice. Il se leva maladroitement et l'embrassa. Elle l'enserra fort dans ses bras, lui effleurant les cheveux de ses doigts noués par les rhumatismes. « Je suis content d'être dans cette maison. »« Tu m'as manqué, » répondit Berthe d'une voix douce, inhabituelle pour elle. « Tu sais, 10 ans sans vraiment te voir, c'est long. » Arnaud revint vers son fauteuil, et ses yeux tombèrent sur une photographie qu'il n'avait jamais vue, posée sur la cheminée à côté d'un bouquet de fleurs séchées. À gauche se trouvait un homme de grande taille, un bâton de buis sculpté à la main. À droite, une jeune femme et, au milieu, un ours gigantesque qui dépassait l'homme de plus de 2 têtes. Il reconnut aussitôt Berthe et son mari. Mais son regard se figea sur l'animal. L'ours, gravé dans la pierre, se superposa à celui-là. « Tu ne connaissais pas Artaé ?» dit la vieille dame. « Qui ?» D'une main tremblante, elle désigna la photo dont il s'était emparé. « Je te parle de l'ours. C'est moi qui lui ai donné le nom d'Artaé. »« Tu as eu des ours ?» dit-il d'une voix incrédule. « Louis et moi en avons eu plusieurs avant-guerre. Artaé a été le dernier qui ait vécu avec nous. »« Pourquoi aucun Rhénatol n'y a jamais fait allusion ?» demanda Arnaud sans pouvoir cacher sa surprise. C'était la première fois qu'il entendait parler de la présence de cet animal dans le village. « C'était il y a longtemps. Et puis, tu sais très bien que Louis et moi n'avons jamais... » Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.